Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigeni, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Arrestation du journaliste Stanis Boujakera. Y a-t-il réellement atteinte à la liberté de la presse? Quels sont les faibles pour lesquels la Cinco se bat? Les raisons, disons les faibles pour lesquelles la Cinco est engagée. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à votre émission Grande Tribune. Eh bien, voici les quelques informations liées à l'arrestation du journaliste de Jeune Afrique et directeur de publication adjoint d'actualité.cd, correspondant également de Reuters. Voici les quelques éléments d'information liés à son arrestation. Voilà. Excusez-moi un instant. Arrestation provisoire de Stanis Boujakera. Même dans l'intérêt de la vérité, nous ne trouvons pas la nécessité de son maintien en détention. Ça, c'est la réaction de ses avocats. Nous sommes préoccupés d'apprendre le transfert de notre collègue Stanis Boujakera au parquet de grande instance après 3 jours de détention illégale et abusive de la police. Nous restons mobilisés pour défendre ses droits et obtenir sa libération. Ça, c'est l'association des correspondants internationaux de la presse. Ils appellent justice le droit exclusif du renard dans le poulailler. Ils savent bien que la différence entre la justice et leur justice, c'est la même qu'il y a entre une chaise et une chaise électrique. Un jour, ils seront invités à s'y asseoir. Ça, c'est Hervé Diakessé qui a également réagi. Inquiet d'apprendre l'arrestation du journaliste Stanis Boujakera, les atteintes à la liberté de la presse et au droit de l'information constituent des menaces sérieuses à la démocratie. Nous joignons notre voix à ceux qui appellent à sa libération. Ça, c'est le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. L'arrestation et la détention du journaliste Stanis Boujakera au-delà de 48 heures constitue une atteinte grave à la liberté d'expression. Elle met à l'épreuve la déontologie journalistique en matière de protection des sources et remet en cause le principe de la presse comme quatrième pouvoir. Là, c'est une autre réaction donc de Claudel Loubaya. Une délégation de journalistes, comme je l'ai dit, a été allée solliciter l'implication du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, pour qu'il use de tout son pouvoir afin que Stanis Boujakera soit libéré. Les plaidoyers se poursuivent en dépit de son transfèrement au CPRK. Interpellé dans la soirée du 8 septembre, Stanis a été entendu à plusieurs reprises par la commission chargée d'enquêter sur le meurtre de Chérubin Okende. Les faits qui lui sont reprochés sont la propagation des faux bruits et la diffusion des fausses informations. L'article publié le 31 août ne porte pas la signature de Stanis Boujakera, mais de Jeune Afrique. Cet article reprenait un document attribué à l'ANER dont les autorités contestent l'authenticité. Là, c'est Jeune Afrique qui a fait en tout cas un article assez long sur le cas de Stanis Boujakera, qui est aujourd'hui détenu au CPRK sous mandat d'arrêt
provisoire. Merci mesdames et messieurs de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission. 3 invités avec qui nous allons débattre autour de ce sujet, de ces 2 sujets annoncés en début d'émission. Maître Freddy Mwamba, bonjour, merci de nous faire confiance. Merci de l'invitation, Dan. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs friands de cette grande tribune qui nous suivent de partout à travers le monde. Je salue aussi le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est l'initiateur statutaire de notre méga regroupement AFDCA. Et comme vous le savez bien, c'est un regroupement qui a aligné plus de candidats au niveau, n'est-ce pas, des élections que nous allons avoir au mois de décembre. Élections législatives, communales et tout. Je pense que c'est grâce au travail et à l'organisation des membres de notre parti et surtout à cet esprit avant-gardiste qui a toujours caractérisé, n'est-ce pas, le professeur Modeste Bahati, que nous en sommes arrivés là. Et j'aimerais aussi saluer le président de la République qui est en fait un acteur monumental de ces pays et qui accomplit beaucoup de choses en faveur de populations congolaises. Je salue tout le monde, je remercie le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné sur des vies, d'autant plus qu'il a dit, n'est-ce pas, dans sa parole, ce sont les saintes écritures, ça ne peut pas manquer, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je viens afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans Jean 10, et je m'attache toujours à notre Seigneur Jésus-Christ parce que notre vie ne tient qu'à sa longanimité. Nous n'avons pas de choix. Et j'espère que le débat d'aujourd'hui sera un débat jouissif et que les téléspectateurs qui vont nous suivre de partout vont retenir quelque chose d'important dans les analyses que nous allons faire ces jours. Voilà, donc c'est cela. Merci beaucoup, Maître Freddy Mwamba, cadre de la FDC du professeur Modeste Bahati. Monsieur Eri Massimbo, bonjour, merci de répondre également à notre invitation. Bonjour, Monsieur Dan, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout ailleurs dans le monde, bonjour à la population quinoise et quinois, et aussi je dis bonjour à mes co-débatteurs. Je salue la présence de Monsieur Yves Badjoko qui est un patriote, je salue son engagement et sa lutte, je salue aussi Maître Freddy Mwamba avec qui nous avons toujours eu à partager des idées tout dans de plateaux. Je salue les premiers des Congolais que j'appelle personnellement les cuisiniers nationaux et de la République, Messieurs Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi je fais un petit biscuit en faveur de la population quinoise. Ça ne manque pas, cher Dan, là au moins vous le savez, par rapport à l'embouteillage qu'il y a ces jours dans la ville de Kinshasa. Les embouteillages monstres. Okay. Les matins, peu importe l'heure à laquelle vous allez sortir, vous allez trouver toujours des embouteillages. Les roulages n'arrivent pas à assurer réellement le bon fonctionnement, la bonne circulation dans nos routes. Ils doivent vraiment savoir comment les réguler et surtout être là à temps. Vu la rentrée scolaire qui est déjà effective sur toutes les temps de la République du Congo, avec la gratuité de l'enseignement primaire en appui, qui est une vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait servi la gratuité étant donné qu'il est le cuisinier national de la République à la population congolaise. Donc j'attire ici l'attention des autorités de la ville-province de Kinshasa, particulièrement M. Gentil Mbaka, par rapport aux embouteillages qu'il y a dans la ville-province de Kinshasa. Et je voulais faire une alerte par rapport à la réhabilitation de la route de la 4e République vers Kimbantseke là-bas. Cette route-là, vous le savez, Dan, on avait dénoncé cela, les niveaux de délabrement avancé de cette route. À un certain moment donné, je crois que le cuisinier national, le chef de l'État, nous avait entendu et les travaux avaient repris. Mais pour le moment, les travaux sont suspendus. Merci alors beaucoup. Que cette population souffre pour atteindre le boulevard Lumumba. Merci beaucoup, Monsieur Eri Massimbo, de votre plaidoyer en faveur de cette population de Kimbantseke, c'est ça? De Kimbantseke. Merci. Monsieur Yves Badjoko, bonjour et merci également de répondre souvent à notre invitation, à nos invitations de grande tribune. Merci Dan, bonjour mes co-débatteurs, je vous remercie pour l'invitation.
Je salue les téléspectateurs qui nous regarderont. La jeunesse de mon parti est sidée. Je rappelle toujours notre engagement et notre détermination à obtenir des élections plus transparentes, afin que les règles du jeu soient connues de tous et que tous arrivions à compétir de manière égale et équitable. Et si d'aventure il n'y a pas élection d'ici le 23 janvier 2024 à minuit, nous savons que nous irons dans une transition sans M. Félix Tshisekedi. Et s'il s'aventurait à saborder les élections, eh bien, nous appliquerons l'article 64. Je partage aujourd'hui, je fais mien la pensée de Freddy Mwamba qui dit que les voleurs est venu pour voler et dérober. Maintenant, il est temps que les voleurs puissent partir, qu'ils arrêtent de dérober et que le Christ envoie son émissaire pour établir une certaine égalité dans la société congolaise et que le cuisinier ne prépare pas que pour ceux qui sont autour de sa cour, mais qu'il prépare pour tout le monde, que nous partageons ce repas avec beaucoup d'allégance, beaucoup d'amitié et de fraternité. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, d'entrée de jeu, on va prendre juste un tour de table pour parler de cette question. La question de la mise en détention provisoire de M. Stanis Bojakira. On va le faire, on va le faire en un tour de table et puis on va essayer donc de prendre le deuxième sujet parce que ce premier sujet, on l'a suffisamment abordé au cours de nos émissions passées. Alors, la question que nous nous posons au cours de cette émission est celle de savoir, y a-t-il réellement atteinte à la liberté de la presse par l'arrestation de notre confrère Stanis? Alors, je commence avec Maître Freddy Mwamba. Vous avez été journaliste, vous êtes juriste, donc vous maîtrisez, vous êtes un professionnel du droit, vous êtes avocat actuellement, et vous êtes proche de Stanis Bojakira, vous avez travaillé ensemble pendant un moment. Alors, au regard de la loi, des textes qui régissent le fonctionnement de la presse, la déontologie, le code, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a atteinte à la liberté de la presse? Bon, je pense que c'est quand même une question très difficile à répondre dans la mesure où vous venez d'indiquer les liens que j'entretiens personnellement avec Stanis Bojakira. C'est comme si on me disait aujourd'hui que Dan a été arrêté. Tu vois, depuis un temps, nous avons développé des rapports qui sont très, très étroits. Mais il sera difficile de mettre un point de vue là-dessus. C'est mon jeune frère qui me respecte beaucoup. On partage avec lui bien des choses. J'ai été touché quand j'ai appris qu'il a été arrêté. Mais ce que je dirais, c'est que j'ai ouï dire, j'ai appris par ouï dire, mais je n'ai pas de précision, que cet article-là, il n'avait pas en fait signé cet article-là. Il n'avait pas engagé sa responsabilité. Parce que quand on signe, quand on signe l'article, ça veut dire qu'on engage sa responsabilité. Il se pourrait qu'il n'aurait pas engagé sa responsabilité. Et la difficulté aussi qu'il y a, les combats que les journalistes doivent mener, c'est un rapport parce que parmi les préventions qui ont été en fait retenues contre lui, j'aurais appris qu'on parle de la propagation des faux bruits. Et parmi les combats que vous devez mener aussi, c'est que, parce que quand on parle de la propagation des fausses bruits, et des faux bruits plutôt en droit, c'est-à-dire on parle de toute information qui est de nature à alarmer, vous voyez, de nature à alarmer, à inquiéter, à soulever la population contre les autorités. Tu vois que c'est un peu compliqué quand on parle de toute information. C'est parmi la lutte que vous devez mener aussi en tant qu'homme des médias, c'est celui de faire en sorte que les législateurs soient clairs. Parce que quand on parle de toute information, tu vois que ça devient très compliqué parfois. Donc, je vous conseillerais aussi de vous battre aussi pour arracher cela. Et mon souhait le plus ardent est qu'en tant que journaliste, il y a un problème aussi. Les journalistes doivent aussi user de ce qu'on appelle la clause de conscience. C'est-à-dire que lorsque tu es face à un article qui a des enjeux politiques et de nature, qui sont de nature peut-être à compromettre aussi son pays, savoir aussi opposer la clause de conscience, user de la clause de conscience. Mais nous sommes dans un contexte où la plupart des journalistes traversent des situations difficiles. Et je n'ai pas de précision parce que personnellement, je n'ai pas lu... Ça, c'est Jeune Afrique. Ah, c'est la version de Jeune Afrique. J'espère que mon jeune frère n'a pas signé, parce que mon souhait le plus ardent est qu'il ne signe pas un tel article pour que ça ne lui crée pas des ennuis, parce que
Moi, mon souhait est qu'il soit libéré, n'est-ce pas? Qu'il soit libéré, qu'il soit libre de ses mouvements. Alors, comme je vous ai dit, les journalistes ont toujours considéré cette disposition du Code pénal livre D, c'est l'article 299, comme étant une disposition liberticide. C'est pourquoi je vous demandais de continuer à vous battre pour ça, en ce qui concerne la propagation des faux bruits. Sinon, ça risquerait d'être rédhibitoire, n'est-ce pas, au travail que vous faites au quotidien, qui est un travail noble, je veux dire, de l'admiration considérable pour tous les journalistes. Et j'espère que aussi la difficulté, c'est les moyens. Nous sommes en train d'évoluer dans un contexte où les journalistes traversent des situations très difficiles. C'est comme ça que facilement, ils peuvent se laisser aussi embobiner par certains grands médias internationaux. Parce qu'ils mettent les paquets, vous voyez, ils peuvent facilement recruter des gens parce qu'ils mettent des moyens. C'est ça. Si on peut aussi faire en sorte que nos journalistes aussi puissent aussi avoir les moyens nécessaires qui puissent leur donner le pouvoir d'opposer la clause de conscience quand il le faut, ça sera une bonne chose. Voilà, personnellement, je suis affecté parce qu'il s'agit de quelqu'un que je connais, mais je souhaiterais aussi que mon jeune frère puisse aussi se battre pour trouver sa liberté. Pour trouver sa liberté aussi quelque part. Merci beaucoup, Maître Freddy voilà, Mwamba. Mais je constate que vous n'avez pas répondu à ma question, celle de savoir est-ce qu'il y a eu atteinte à la liberté de la presse. Je ne vous ai pas vu dans cette démarche de répondre à ma question. Non, non, mais alors, pour savoir s'il y a eu effectivement atteinte à la liberté de la presse, il faut que je sois... vous donner la parole. Ok, merci beaucoup. Voilà. Monsieur Yves, votre avis sur cette question, qu'en pensez-vous? Est-ce que réellement il y a atteinte de la liberté de la presse au regard des faits qui sont exposés sur la place publique? D'accord, merci Dan pour la question, mais avant je voudrais fustiger quand même les associations de droits de l'homme, si vous me permettez, M. Kapiamba, la ZADO et tout ce qu'il y a comme corollaire. Nous avons connu un grand massacre dans notre pays, celui de Goma, pour ne pas les citer, mais il est curieux de constater que toutes ces associations de droits de l'homme sont restées totalement aphones par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays. Non, pas du tout. La CAJ avait communiqué, avait demandé qu'il y ait une enquête indépendante, que les responsabilités soient établies. Ça, c'est facile. Ça, c'est un communiqué un peu liminaire que l'on produit, sans vraiment se positionner comme ils ont l'habitude de prendre position de manière ferme, parce qu'il est avéré que c'est la garde républicaine qui a tué la population congolaise. Et il y a un procès qui est en cours. Produire un communiqué, je ne vais pas entrer dans la question de ce procès, parce que pour moi c'est un simulacre de procès, notamment parce que toute la chaîne de commandement devrait répondre de manière efficiente, et le personnel militaire et le personnel civil associé devraient répondre de leurs responsabilités. Mais là, je vais m'arrêter sur fustiger les associations qui n'ont pas accompagné, qui n'accompagnent même pas les victimes. Elles sont livrées à elles-mêmes, les familles des victimes qui sont livrées à elles-mêmes aujourd'hui, et c'est extrêmement curieux. Je suivis tout à l'heure Freddy Mwamba dans son développement, mais Freddy Mwamba ne se pose pas la question sur la véracité de l'information. Simplement par le fait qu'il est accusé, que Stani Boujakira serait accusé d'avoir propagé de faux bruits, automatiquement, Freddy évite d'aller plus loin et de se poser la vraie question, est-ce que l'information diffusée, parce qu'on lui reproche et particulièrement des informations diffusées, c'est ça la question que je vous ai posée. Dans le cadre... La mienne est celle de savoir s'il y a atteinte à la liberté de la presse. Mais j'en arrive. Quand on a arrêté Stani, quand on a mis en détention provisoire, est-ce que la liberté de la presse est-elle touchée aujourd'hui? La question, il faut faire la part des choses. Est-ce que les journalistes peuvent être poursuivis? La réponse est effectivement oui. Mais comment ça se fait? Pour quelles raisons? C'est cela qui est plus important. Parce que si vous allez annoncer des choses en diffamation contre une ou l'autre personne, la personne a le droit de poursuivre le journaliste, le média qui il n'y a pas eu atteinte à la liberté de la presse dans ce cas-ci. Je n'ai pas dit ça. Je dis que les médias et les journalistes peuvent être poursuivis. D'abord, c'est un fait. Parce que peut-être qu'on a l'illusion de croire que les journalistes ne pourraient pas être poursuivis dans l'exercice de leur fonction. C'est parce que dans d'autres pays, dans le cadre légal ne protège pas encore les journalistes que les journalistes sont poursuivis. Mais je suis en train d'arriver. C'est pourquoi je pose la question sur la pertinence et la véracité de l'information. C'est ça l'élément fondamental. Parce qu'on l'accuse de faux bruit, on l'accuse d'avoir fomenté un rapport. Mais est-ce que c'est lui-même qui a rédigé cet article-là qui pose polémique? Il est poursuivi entre autres pour avoir
je mets entre guillemets, rédigé un faux rapport de la DEMIAP sur lequel l'article a été rédigé, l'article de Jeune Afrique, d'après les informations que j'ai. Mais là, ça n'élude pas ma question. La question, c'est la véracité de l'information. Vous savez, nous sommes passés plusieurs fois ici pour décrier notre justice, la manière de fonctionner. Qu'elle soit militaire ou civile, nous avons décrié son fonctionnement. Nous avons décrié une certaine lenteur. Nous avons un député national, un ancien ministre qui est mort, entre guillemets, par balle pour pour certains responsables publics, et il y avait une autopsie qui devait être faite pour nous déterminer exactement les causes de la mort. Mais comment ça se fait qu'on est à plusieurs mois après, on n'a toujours pas des conclusions sur la question? Comment ça se fait que nous, étant Bantous, on a notre frère qui continue à congeler dans les congélateurs de la morgue, alors que tout ceci devait permettre d'être éludé pour faire avancer, non pas seulement la question au niveau judiciaire, même la question au niveau social. C'est toute cette lenteur, c'est toute cette mystification, c'est tout cet encadrement de l'information qui pousse les uns et les autres à vouloir fouiner, à vouloir aller chercher la bonne information, et notamment, j'ose estimer que c'est ce qui a poussé Stani Bouchakira à fouiller, à avoir ses sources. On ne peut pas remettre en question aujourd'hui la pertinence des informations que Bouchakira nous donne depuis ces 3-4 dernières années, et lorsqu'il produit une information, nous osons croire qu'il a la présomption d'avoir bien fait son travail, d'avoir pris des sources, d'avoir recoupé et d'avoir produit l'information. Donc la question essentielle, elle est en dehors de là. La question essentielle, c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas les conclusions de l'enquête sur la mort de Djeba. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui le rapport de l'autopsie est toujours gardé confidentiel, qui nous disent, vous avez suivi les premières interventions de la justice j'oublie toujours là où il était, la juridiction où était allé au Kende, la Cour constitutionnelle. Dès que l'information est sortie, ils se sont précipités pour nous dire que Okende était mort par balle. Eh bien, tiens, c'est intéressant. Maintenant qu'on a une autopsie qui a été faite de manière, j'espère, régulière, eh bien, ils sont devenus aphones. Pourquoi ça? Donc la vraie question se trouve là. Je pense que la raison de cette arrestation est plutôt peut-être une volonté de museler la presse sur certaines affaires qui deviennent aujourd'hui affaires d'État. Vous dites bien peut-être. Donc vous êtes dans les probabilités. Je reste dans les supputations parce que vous n'êtes pas sûr de toutes les informations. Ceux qui doivent nous donner l'information ne nous la donnent pas. Vous ferez foi à cette information. Ceux qui doivent nous donner l'information ne nous la donnent pas. Encore heureux que nous avons un compatriote comme Stani Bouchakira qui a, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, nous a toujours produit des informations fiables, de qualité, certifiées, et voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? On est en train de le museler. Vous savez, ce qu'on entend, c'est que ces équipes, maintenant, ils se plaignent parce qu'on veut désactiver son compte. Mais pourquoi on veut désactiver le compte de Stani Bouchakira? Merci beaucoup, monsieur Yves Badjoko, pour cette prise de parole, cette première prise de parole. Alors, on va clore ce débat sur je vais donner à chacun une deuxième prise de parole rapidement. Ah, monsieur Eri Massimbo. Bon, je vous ai oublié, excusez-moi. Alors, votre point de vue sur cette question, pensez-vous qu'il y a eu réellement atteinte de la liberté de la presse dans ce cas-ci de Stani Bouchakira? Merci beaucoup pour la question, cher Dan, parce que plus d'une Congolais se pose la même question. Vous voulez avoir les éclaircissements quant à la question sur l'arrestation des journalistes Stani Bouchakira. Donc, et aussi par rapport au rôle que jouent les services des renseignements civils et aussi des renseignements militaires quant à la question de la sécurité et de la sûreté par rapport au contexte qui a conduit à son arrestation. Cher Dan, je voudrais lire d'abord l'article 24 de notre Constitution, qui est la loi mère qui garantit la liberté d'expression, dans son alinéa premier. La liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. Ici, nous sommes dans un contexte où le journaliste Bouchakira publie sur son compte Twitter une note d'information de l'ANER. Nous ne sommes pas dans une jungle, cher Dan. Nous sommes dans un pays qui est régi par des lois. Et chaque structure, chaque institution de l'État a ses règlements ou ses règles de fonctionnement. Une information, avant toute publication, doit être mise à la disposition de la presse. Parce que, hormis la liberté de l'expression que nous bénéficions et la liberté de la presse dont vous, journalistes, vous bénéficiez, il y a aussi les limites par rapport à cela. Notamment la limite de la vie privée des gens.
le respect des lois et des droits du pays. Il y en a aussi qui entrent en compte parmi ces limites. Qu'est-ce que vous entendez? Mais aujourd'hui, cher Dan, Qu'est-ce que vous entendez? s'il vous plaît, quand, par exemple, les compatriotes Stani publient une note d'information provenant de l'ANER, je crois que c'était une information certifiée, comme l'a suggéré et l'a appuyé mon compatriote Yves. Si cela est certifié, c'est qu'il a une source. Mais quand c'est une note d'information qui fuite ou qu'il fait fuiter au niveau de l'ANER, mais quand il est interpellé, quoi de plus normal? Je rappelle qu'ici, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour dire qu'il a fait fuiter ou qu'il a... Mais d'où est-ce qu'il a réussi ces notes d'information? Mais c'est ça la question. Mais c'est ça la question aussi, en tant que compatriotes, nous devons nous poser. Si en tant que compatriotes, en tant que patriotes, nous devons nous poser cette question, combien plus forte raison, les services de l'ANER devraient se poser mille et une questions déjà. Comment savez-vous que c'est cette note d'information-là pour laquelle il a été interpellé pendant que Jeune Afrique dit qu'il n'a rien à voir dans cette affaire? Alors, comment est-ce que cette note d'information s'est retrouvée dans le tweet de notre frère Stani? Comment? Ça s'est retrouvé comment? Où est-ce qu'il a pris cela? Mais qu'il cite ses sources. Et non, la liberté, dans les limites de la liberté d'expression, il y a, dans la liberté de la presse, il y a des limites. Dans la limite, ou aussi dans la diffusion des informations, vous devriez certifier votre source d'information. Et quand vous êtes interpellé, vous devez les citer, les dire. Où est-ce que vous avez pris cette information? La protection Mais s'il vous plaît. La protection des sources est sacrée. Ça, c'est du point de vue de la moralité du journal, des carrières d'un journaliste. Mais la loi, s'il vous plaît, cher Dan, mais la loi ne garantit pas, ne vous dit pas, non, il faut protéger la source de l'information. Ce n'est pas la loi. C'est le code qui mais c'est dans la moralité, voilà, dans la moralité. Mais si vous voulez protéger votre source d'information, mais soyez conséquents quant aux actions qui vont suivre. Et je rappelle ici à l'opinion tant publique nationale qu'internationale que Stani Boujagira n'a pas encore été arrêté. Après avoir été prise par l'ANER, l'ANER a pris les informations dont il avait besoin. Maintenant, il est à la disposition de la justice congolaise, auprès de son juge naturel. Donc, Stani Boujagira n'a pas encore été arrêté. Donc, en attendant que le jugement puisse se faire et que le fait puisse être établi, il est arrêté en raison de combien pour quelle infraction et pour combien d'arrêt. Mais c'est provisoire. C'est provisoire, bien évidemment. C'est une arrestation. Mais non. C'est provisoire. Parce que on n'a pas encore prononcé. C'est pas définitif. S'il vous plaît, on n'a pas encore prononcé. Il n'est pas encore condamné, c'est ce que vous devez dire. Bien évidemment, il n'est pas encore condamné. Voilà. Parce que le jugement n'a pas encore été prononcé. Donc, à ce stade, je crois, ce n'est pas l'atteinte à la liberté de la presse, comme vous venez de le dire. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté de la presse. Parce que, s'il vous plaît, mais si le fait tel qu'établi, que Stani Boujagira se révèle qu'il est responsable de cela. Pourquoi il ne veut pas révéler ses sources? Aujourd'hui, quand vous publiez, s'il vous plaît... Un journaliste... Écoute, cher Dan, s'il vous plaît... La règle d'or, c'est que tu ne peux pas divulguer. Voilà. Quand vous refusez... C'est une règle journalistique. Voilà. Quand vous refusez de ne pas divulguer vos sources, mais soyez conséquents quant à ce qui va suivre. Mais si vous ne voulez pas divulguer, et vous ne voulez pas aussi assumer les conséquences qui en suivront. Voilà, ce dossier... En quoi est-ce que vous êtes professionnel? Si réellement vous êtes professionnel, vous ne voulez pas divulguer vos sources, alors assumez alors, soyez devant vos responsabilités. Soyez devant vos responsabilités. Parce qu'il est inadmissible pour une note d'information que l'ANER n'a pas mise à la disposition de la presse et que cela puisse être mise à la place publique. Je rassure ici à tous les peuples congolais que la liberté de l'information est garantie par la Constitution. Mais avant qu'une information d'un service de sécurité de l'État puisse être mise à la place publique, à la disposition de journalistes, ça doit émaner de l'institution elle-même. Mais pas des individus avec la casquette de journaliste, prendre une information qui reste encore confidentielle au sein d'un service, le mettre à la place publique et crier haut et fort qu'il y a atteinte à la liberté de la presse, il n'y en a pas. Parce que depuis que l'épouse nationale a pris le pouvoir, mais c'est fait ce que Chilombo, il n'y a que 4 journalistes qui sont en prison. Différentiellement à la France, où aujourd'hui, on a atteint plus de 300 journalistes qui sont
aujourd'hui arrêtés et D'accord. interpellés par la justice. Merci Donc, beaucoup. même sur la liste des pays qui bat le plaît. record, la RDC ne se classe même pas. Pour D'accord. vous dire que tout marche bien. Merci Quand beaucoup. vous ne voulez pas Merci révéler la source de votre information, beaucoup. soyez conséquente quant aux actions qui vont suivre par après. Merci beaucoup, monsieur Eri Massim, mais je vous signale simplement que le travail du journaliste d'enquêter, de chercher les informations et de publier, ne demande pas nécessairement qu'il puisse, ne demande pas, il n'est pas obligé qu'il puisse citer ses sources, sinon il y aurait Alors, beaucoup il aurait fallu S'il vous pour plaît. messieurs Merci Stani beaucoup. Boudjagera, Je vais revenir. avant la publication de cette note d'information, Je de reviens. pouvoir aller auprès des services de l'ANER Je reviens vers pour vérifier la véracité de cette note. Si réellement ça provient de je reviens vers l'ANER vous. et que Je si reviens. réellement l'ANER l'avait mis à la disposition du Je reviens public. vers vous, monsieur Eri Massimbo. Alors, on va finir ce dossier, 2 minutes s'il vous plaît, Maître Fedi, pour qu'on prenne le deuxième sujet. Alors, est-ce que ce cas-ci révèle-t-il l'utilité ou voire l'importance de dépénaliser les délits de presse? Oui, moi je pense qu'il faut que ce combat aille jusqu'à son bout. Hein. C'est le combat de la dépénalisation des délits de presse. Dernièrement, lorsqu'il y a eu des états généraux de la presse ici, je cru entendre que ceux qui s'étaient réunis dans ces états généraux Il y a eu de très très belles résolutions pris la mais qui ne sont mesure, jamais appliquées. oui, Je ne ont sais pris pas la mesure pourquoi, de la délicatesse de la monsieur situation. le ministre du de telle secteur, sorte que qu'est-ce qu'il fait pour la on presse? puisse arriver effectivement à dépénaliser les délits de presse, parce qu'il est toujours difficile, comme nous venons de le dire, je viens de l'entendre même sur ces plateaux, Il y a des il est toujours brebis qui peuvent en profiter difficile pour faire n'importe quoi. d'établir Si on dépénalise, il y a des d'établir brebis. la Ouais. frontière entre les principes de la non-révélation des sources et la sûreté de l'État. Établir cette frontière n'est pas... Il est malaisé vraiment d'établir la frontière entre les principes de la non-révélation des sources et celui de la sûreté de l'État. C'est très difficile d'établir la frontière entre les deux. Moi, je pense que c'est un débat, c'est un combat. La liberté, mon cher ami, elle coûte cher, elle s'arrache, elle s'arrache. On dit la liberté de la presse, même dans notre constitution, je crois, c'est bien écrit. Mais c'est sous des milliers de réserves. Sous des milliers de réserves. L'ordre public ne doit pas être entamé, il faut le mœurs et tout ça. Tu vois, il faut tenir compte de tous ces aspects-là et aussi être surtout circonspect lorsqu'on évolue dans un domaine comme celui de la Pourquoi il presse. faut dépénaliser? C'est Pourquoi il faut jamais dépénaliser? facile. J'ai suivi mon ami, je comprends son souci quand il a parlé de l'arrestation. C'est parce que justement l'arrestation judiciaire a plusieurs étapes. Vous comprenez? Carrément, quand on parle d'arrêter, quelqu'un est arrêté. En principe, c'est le juge qui arrête, vous comprenez? Mais il y a aussi des arrestations provisoires. Par exemple, lorsque vous faites l'objet du placement en garde à vue au niveau de la police, il s'agit d'une arrestation, mais une arrestation qui est provisoire. Lorsque vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt, Garde à vue égale d'un mandat d'arrêt provisoire, égale arrestation. placement en garde à vue, c'est au niveau de la police. Hein? Les placements en garde à vue, c'est au niveau de la police. Les mandats d'arrêt provisoire, c'est au niveau du parquet. Des Et juges. maintenant, non. Les mandats d'arrêt provisoire, c'est au niveau Ministère du public. parquet, au niveau du ministère public, voilà. C'est le ministère public qui délivre le mandat d'arrêt provisoire. Et puis, vous avez la détention préventive. En chambre du conseil, c'est là où on décide de la détention pour demander au juge la prolongation, par exemple, du mandat d'arrêt provisoire par le... Merci beaucoup. Donc, C'était, il y a merci plusieurs... C'est pour des raisons pédagogiques, hein, Tout à pour fait. ceux qui nous suivent, qui Merci comprennent beaucoup. que l'arrestation Monsieur Yves. judiciaire Monsieur Yves. a plusieurs étapes. 2 Voilà. minutes, s'il vous plaît, on doit passer au deuxième sujet. Est-ce qu'il faudra dépénaliser? Ce cas-ci révèle-t-il la nécessité de dépénaliser les délits de presse? Bah, c'est difficile. Il faut plutôt encadrer. Moi, je parlerais plutôt d'un certain encadrement parce que la dépénalisation totale pourrait laisser voir certaines dérives compte tenu du contexte aujourd'hui politique où les médias sont particulièrement détenus par les politiques et l'incidence peut être problématique dans la dépénalisation totale. Je pense qu'il faudrait que ceux qui sont censés encadrer les libertés de la presse puissent se faire, mais voilà, que ça puisse plutôt être encadré pour le moment avec un objectif de la dépénalisation totale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille palier par palier avant d'atteindre cet objectif. Mais vous avez entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne remet en question la véracité de l'information.
Mais mon co-débatteur Massimo a souligné peut-être le fait que la manière de l'obtention de l'information qui peut poser problème pour Stani Boujakira. Mais c'est son rôle, c'est son travail. Nous avons vu par exemple que Jeune Afrique ou d'autres médias internationaux, Libération ou encore lesquels, ont régulièrement publié les PV d'audition de Sarkozy. Chaque fois qu'il était auditionné, 2-3 jours après, on avait les grandes lignes, du moins, des procès-verbaux qui étaient publiés dans la presse, et ça n'a jamais posé problème à qui que ce soit. Mais ici, la question aujourd'hui, c'est vrai... C'est de sûreté de l'État. Mais non, ce n'est pas la question de la sûreté de l'État ou pas de sûreté de l'État. Comment l'affaire de Chériba Okende pourrait constituer une affaire de sûreté de l'État? On sait effectivement que tout peut être lié. L'État congolais était derrière cet assassinat. Mais ça n'a rien à voir avec la sûreté de l'État. Mais si l'État, plutôt vous voulez dire que le gouvernement, les responsables publics, aujourd'hui, peut-être seraient les responsables publics. Oui, les responsables publics peuvent être, mais ça n'a rien à voir avec la sûreté de l'État. Est-ce que cette information permet au Rwanda d'avoir plus de terres qu'il n'a déjà aujourd'hui? Non, la réponse est non. Donc je pense que le vrai problème, c'est dans ce fait que l'on veut aller museler la presse pour spécifiquement, dans le cas de Stani Boujakira, la question de la mort de Chériba Okende. Et ça, nous condamnons et nous fustigeons. Monsieur Eric, 2 minutes aussi rapidement. Est-ce qu'il faudra dépénaliser les délits de presse? Est-ce que c'est un cas illustratif qu'il faut nécessairement aller à la dépénalisation? Je crois que le contexte politique ne le permet pas. Le contexte politique et social ne le permet pas. Parce que, comme l'a dit Yves, la plupart des médias aujourd'hui sont détenus par qui? Par les hommes politiques. Et la plupart des journalistes sont aujourd'hui au service, sous la coupe des hommes politiques. Donc, mais pourquoi? Ça va laisser un grand boulevard. Hein, et aussi, il y a risque de péril de l'État. Donc, cette question ne doit pas être de l'actualité. Mais néanmoins, cher Dan, il faudrait déconstiper la population congolaise sur la question de l'arrestation de Stani Boujakira. Vous avez parlé ici de la protection de votre source, s'il vous plaît. Mais la protection de votre source, quand la protection de votre source d'information impacte sur votre propre liberté et sur votre propre vie, que ferez-vous? C'est la plus grande question. Parce qu'aujourd'hui, l'ANER ne peut pas accepter que ces documents, les documents qui n'ont pas mis à la disposition des publics ou à la disposition de la presse, que ces documents puissent être publiés. Il va parler tout de suite des procès-verbaux. Mais les procès-verbaux, allez vérifier. C'est toujours publié, mis à la disposition du public. Au moment où l'institution n'a pas encore mis cela à la disposition de la public et que l'institution décide de pouvoir les garder pour une exploitation, cela ne peut pas être fouetté. Au moment où c'est fouetté, l'institution peut vous poursuivre si le juge mieux. Mais dans le cas de Stani, il y a une note d'information de l'ANER qu'il a publiée sur son compte Twitter. Et l'ANER est censé savoir... Tu dis cette note? Non, mais il faut les lire, je vais vous l'envoyer. ANER est censé savoir d'où provient cette note. Comment est-ce que Stani Boujakira l'a eu? Et pourquoi est-ce qu'il a posté cela sur son compte Twitter? C'était la plus grande erreur. Il n'est pas poursuivi pour ça. Non, s'il vous plaît. Il n'est pas poursuivi pour la manière. C'est à cause de ces informations-là. Oui, mais ce n'est pas la manière. Les informations étaient couchées sur quoi? Sur un document. Et ce document-là, comment on l'appelle? On l'appelle une note d'information. Eux, ils disent faux bruit. Mais vous semblez confirmer les informations publiées par Stani Boujakira. C'est ce que moi qui m'intéresse. S'il vous plaît, cher. Non, je ne confirme pas les informations. Mais j'ai dit, on prend dans le contexte où cette note proviendrait de l'ANER. Encore conditionnel. Et que l'ANER confirmerait cela. D'accord. Là, vous êtes conditionnel, donc il n'y a aucune. Donc, aujourd'hui, cher Stani, il y a lieu de pouvoir faire le choix entre votre propre liberté et la liberté de votre famille et la protection de la source d'information dont vous avez tiré la note d'information de l'ANER. Et je rappelle à la population congolaise aujourd'hui et la population quinoise que à ces jours, la RDC ne se classe même pas sur la liste des pays où il y a atteinte ou qui freine la liberté de la presse. Okay. Nul doute. Allez vérifier et vérifier encore. Les pays que vous prenez comme exemple, tels que la France, a arrêté plus de 300 journalistes, rien que pour l'année 2023. Et l'année n'est pas encore finie. 300. On croit que la France va battre le record. Donc, la RDC n'a rien à voir. Les cuisiniers nationaux et de la République vous servent injustice équitable. Merci beaucoup. Non, j'aimerais ajouter quand même un petit quelque chose, parce que c'est important. Il a semblé dire ici que
depuis que l'affaire avait commencé, là, l'affaire des chérubins, il y avait des informations qu'on donnait, depuis un temps ils sont restés à fond. Non, mais les informations qu'on vous livre, parce que il faut qu'on vous lise des informations qui sont utiles, qu'on peut mettre à votre disposition, pour ne pas faire une entorse au secret d'instruction. Vous comprenez? Donc on vous donne des éléments qu'on peut mettre à votre disposition. On ne peut pas prendre, Comme quoi il était mort par balle. on se pointe là-bas avec les procès-verbaux. Comme quoi il était mort on par commence balle. à vous dire, on avait posé telle question, il a répondu Comme quoi il était mort par balle. Ça, on le fera jamais. Il y a les informations Donc, qu'on vous met avez- à la disposition. vous avez dit qu'il est mort par L'instruction balle, là, ça prend elle est autopsie. inquisitoire. Vous avez dit qu'il est mort par balle. Donc, maintenant, on ne vous peut faites pas une autopsie dire, et vous gardez on ne peut l'information. pas Mais c'est commencer à vous contradictoire. dire n'importe quoi. C'est contradictoire. Et lorsqu'on vous parle vous avez de dit la qu'il est mort sûreté par de balle. l'État ici, Mais après, vous faites une la sûreté autopsie de l'État, et la c'est fini. sûreté de l'État n'a rien à voir avec le dossier Boujakira. Nous avons évoqué l'affaire de la sûreté de Je suis l'État parce d'accord. qu'il s'agit d'un service qui Ça n'a rien à est un peu voir. comme la sentinelle de la sécurité. Ça de n'a l'État. rien à voir. L'ANER, lorsqu'on parle de l'ANER, c'est la sentinelle de la sécurité de C'est la l'État, DEMIAP, pas plutôt. de la défense. La DEMIAP peuvent au niveau, parce qu'il faut faire la part des choses de défense et sécurité. La défense, c'est autre chose. La sécurité, c'est autre chose. D'accord. Ah, voilà. Merci beaucoup. On va prendre la Moi, je deuxième voudrais quand même thématique. poser une petite Non, question. c'est quand même débatteur. très important. J'ai La l'impression sécurité, c'est qu'on autre veut- chose. La défense, c'est autre chose. Mais où est la Donc, c'est responsabilité autre. de la DEMIAP Parce qu'on dans la cite procure- l'ANER ici, c'est comme ça que je dis non. Mais- Il faut parfois aussi, où est la quand il y a une information qui concerne l'ANER, c'est comme ça que je vous ai parlé Oui. d'une frontière qui est difficile à établir entre ce que vous appelez ici le principe de la non-révélation de ses sources et la sûreté de l'État. D'accord. C'est dans ce sens-là que j'ai évoqué ça. Merci Parce beaucoup. qu'ici, on est en train d'évoquer un service qui est très sensible. Vous D'accord. comprenez? Merci beaucoup. Voilà, donc c'est dans ces cadres-là que j'ai évoqué. D'accord, merci. Voilà, donc Merci c'est un beaucoup. peu ça. J'ai dit ça pour qu'il n'y ait pas de Éclairer l'opinion. cacophonie. Il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas que nos téléspectateurs qui nous suivent restent comme ça dans l'expectative. Quels sont les faibles pour lesquels la Cinco se bat? La Cinco, l'abbé Chollet avait déclaré, c'était à mon micro, que la Cinco se bat, elle est toujours du côté des faibles. Je rappelle ce qu'il avait dit, l'Église a toujours été du côté des faibles. Il y a un moment pendant que la situation était chaude, c'était presque tous les 2 jours que j'étais à Limété, tard le soir, pour le vieux Étienne Tshisekedi, pour échanger. Et en ce moment, il était en position de faiblesse par rapport à un pouvoir qui voulait tout imposer. L'Église reste dans cette dynamique. Ce qui a changé et que ceux qui étaient dans l'opposition sont maintenant au pouvoir. Mais pour l'UDP, si réellement les évêques de la Cinco étaient du côté des faibles, ils allaient soutenir les efforts que fournit le gouvernement et le chef de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, c'est une thématique que beaucoup de gens se posent, la maison politique comme cité civile. C'est qui les faibles que défend la Cinco? Voilà, je commence avec Eri. J'ai fini avec vous, je commence avec vous. Vous avez fini avec Maître Freddy. À votre entendement. Ouais. À votre entendement. Quels sont les faibles pour lesquels se battrait la Cinco, selon vous? Écoute, Jordan, l'Église doit rester dans son rôle. Sûrement. Parce que Cinco, Conférence nationale des évêques, Et épiscopal, oui. je crois que dans tout état des choses, l'Église doit rester dans son rôle naturel. C'est lequel, déjà? Mais c'est l'Évangile et les salis des âmes. Seulement. C'est seulement. Le C'est rôle le de- rôle naturel reconnu par la Bible que l'Église catholique nous a présenté. Attendez, donc. Depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours, c'est la même Bible que nous Le utilisons. rôle de l'Église, c'est évangéliser, point C'est final. l'évangéliser et chercher les salis des âmes. Point fini. Point barre. Point barre. Où est-ce que la Bible a dit il faut chercher le bonheur? Le bonheur des fidèles. Non, nulle part. La Bible ne demande pas au peuple de s'engager pour La leur Bible- patrie, La Bible ne demande pas. pour leur nation. La Bible ne demande pas. D'ailleurs, la Est-ce Bible que nous les recommande à l'Église Hmm. de soutenir, de prier pour l'autorité. L'apôtre Paul les réclame. Je- L'apôtre je- Paul je- est clair. Je vous pose une question. Oui, les magistrats Dans sont la là Bible. pour rendre justice. Dans à la place- Bible, oui. dans le livre, je crois, des Juges, où on voit le roi Saul, le roi des Juifs, Saul, quand le prophète, non, non, le prophète m'échappe, je pense que c'est Samuel, qui allait, quand Saul s'est détaché ou ne respectait pas la voix de Dieu, il y a un prophète qui allait vers lui pour lui rappeler qu'il doit revenir à l'ordre. C'est la voix de Dieu. Voilà. Cher Donc Dan, là, ce n'était pas évangéliser ou appeler les âmes.
Cher Dan. C'est biblique aussi. Cher Dan, Donc, à ce cher moment, Jean, on peut dire que l'Église a aussi le rôle de rappeler les autorités à l'ordre. nous sommes dans un état laïque. Si on se réfère à ça. S'il vous plaît, cher Dan, nous sommes dans un état laïque. La Bible, c'est la coutume juive. Et dans la Bible, c'est l'histoire des peuples juifs qu'on rencontre. On ne rencontre pas ton histoire et mon histoire. On ne rencontre pas l'histoire de l'État du Congo, comme Daïoué l'a rencontré dans son livre. Non. On rencontre l'histoire des peuples d'Israël. Les peuples d'Israël ont déjà réussi leur coup du Je siècle n'ai pas compris ce modèle-là. en nous faisant avaler C'est pas pour nous. la Bible et tout ça. Non, en fait, il faut les prendre avec beaucoup de réserves. Parce qu'aujourd'hui, la capitale de l'homosexualité, c'est où? C'est où? C'est en Israël. C'est Jérusalem. Il y a même des rabbins qui sont des homosexuels. Or que la Bible elle interdit cela. La Bible elle dit, si on vous trouve dans ces histoires-là, il faut vous pendre, vous lapider. Mais est-ce qu'ils le font encore? Ils ne le font pas. Pour vous dire que chez eux, là-bas, les choses ont déjà évolué. Pourquoi nous voulons prendre une chose et le mettre dans notre cœur comme si c'était le nôtre? C'est ça aussi le mal des Africains. Donc, nous devons nous réveiller. donc le problème- Aujourd'hui, La chrétienté ou la religion juive judéo-chrétienne, nous devons l'abandonner. il faut une remise en cause. D'ailleurs, ce n'est pas la première religion dans le monde. Ok? Ce n'est pas la première religion dans le monde. Ce n'est pas la religion qui a eu plus d'audience de l'audience dans le monde. Oui, ça je vous le rappelle. Il y a l'hindouisme et les musulmans qui sont les plus grandes religions dans le monde. S'il faut compter en termes statistiques par rapport au nombre de croyants. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je vais finir par là dire, non, pour clôturer ces dossiers, c'est entre parenthèses, je rappelle à nos téléspectateurs que la meilleure religion, c'est la religion où vous trouvez satisfaction de votre âme et de votre esprit. En dehors de cela, il n'y a pas une bonne religion. Donc, pour revenir à la question de... Ils n'ont aucun mandat de défendre entre Non, guillemets les faibles. si on tient compte de la Bible, ils n'ont aucun mandat. Aucun. Où est-ce que l'apôtre Paul a défendu les faibles? Où est-ce que Jésus-Christ a défendu les faibles? Jésus-Christ a dit quoi? Donner à Caïsar ce qui revient à Caïsar, il y a Dieu ce qui est à Dieu. Et la gestion de la res publique revient à qui? À l'État, pas à l'Église. Nous ne sommes pas à l'époque médiévale où l'Église devrait s'insérer dans la gestion de l'État. Non. Il y a déjà une remise en cause à ça. Il y a des siècles passés, on ne peut pas retourner en arrière. D'accord. Cher Dan, nous sommes dans un État laïque où les choses doivent se diriger, doivent se gérer par rapport à la loi mère. Ce n'est pas par rapport à la Bible ou à la loi canonique. Même l'Église catholique elle-même n'est pas dirigée par rapport à la Bible. C'est par rapport à la loi canonique. Donc il faut faire la part des choses. D'accord. Aujourd'hui, l'Église aujourd'hui, s'il y a des faibles à défendre, ce sont des faibles en esprit. Des faibles en esprit, il doit les chercher. Et comment les détecter d'ailleurs? Il n'y a pas une manière de pouvoir les détecter. Que la Bible dit. Donc, le travail de l'Église doit rester dans l'évangélisation et à propager le nom du Christ. En dehors de cela, l'Église doit respecter l'État, je crois fermement, parce qu'aujourd'hui, si Abbé Cholé veut réellement défendre le peuple congolais, doit s'engager à la politique. Merci beaucoup. Doit s'engager à la politique. Cher Dan, je suis encore en cours de parole, mais vous m'arrachez la parole, pourquoi? Mais je suis contre mes minutes. D'ailleurs, je ne sais pas, vous m'avez donné combien de minutes? Je parle seulement comme ça, sans pour autant, sans le contrôle du conon. Et quant à cela, je ne saurais pas encadrer mes dires. Vous aviez 5 minutes, vos 5 minutes sont déjà presque, c'est déjà épuisé. Il me reste combien maintenant? Non, c'est déjà épuisé. Ok, je vous remets la parole, démocrate que je suis. Non, je vous donne encore quelques secondes. Concluez votre pensée. J'allais dire ceci, cher Dan. À l'époque de Kabila, l'Église avait fait la même pression, jusqu'à promettre les plans B, qui était la balkanisation du pays. Et aujourd'hui, l'Église catholique revient encore sur ses pas. L'abbé Cholé l'a dit solennellement devant la presse, que ne vous étonnez pas d'une révolution populaire. C'est quelle révolution? Mais nous devons être prudents par rapport à certaines choses. Parce que quand il est dit pas comme un intrus, non. C'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a étudié. C'est quelqu'un qui est intelligent et sage. Quand il dit des choses, c'est à conséquence de causes. Alors, je crois, là, maintenant, le problème de la sûreté de l'État est mis en danger. La sûreté de l'État est mise en danger quand il promet la révolution populaire. D'accord. Monsieur Yves, selon vous, c'est qui les faibles pour lesquels se bat la Synco? Je suis quand même heureux que Eric finisse son propos en disant que l'abbé Cholé, c'est quelqu'un d'intelligent et sage. Alors, par rapport aux hommes intelligents et sages, qu'est-ce qu'on fait?
on les écoute quand ils parlent. Si on ne les écoute pas, ça ne sert à rien. C'est leur rôle de parler. Mais non. D'abord, le fait qu'il soit intelligent et sage, qu'on lui reconnaisse cette vertu, ces deux qualités. Alors quand il s'exprime, nous avons l'obligation de nous arrêter et de prêter une attention particulière à ce qu'il dit. Parce que forcément, ce qui sortira de sa bouche est intelligence et sagesse. Et on doit prendre le parti qui est plus important. Mais ce qu'il a dit, ce n'est pas des paroles des sages. Mais vous l'avez reconnu. Ce ne sont pas des paroles des sages. J'ai reconnu que c'est un homme sage et intellectuel. Voilà. Alors quand il a parlé, ça a attiré notre attention. Voilà. Mais à l'attendre de parler, ce qu'il a dit, apparemment, ça ne vient pas de lui. C'est apparemment, on avait enregistré dans un casquette ou quoi, je ne sais pas moi, on l'a mis dans sa bouche et ça a commencé à jouer. Mais il ne faut pas tout refuter en bloc parce que vous l'avez reconnu, l'intelligence et la sagesse. Vous allez même plus loin en disant que c'est un intellectuel. Donc, mais quand ces paroles mettent en danger la sûreté de l'État, mais ça devient un problème. Mais dans tous les cas, il faut l'écouter. Même quand elle met en danger la sûreté de l'État, c'est ce que je dis, il faut l'écouter. Mais on fait une certaine fixation en disant que l'Église ne devait pas s'occuper, mais bien longtemps avant nous, certainement, quelques centaines d'années auparavant, l'Église était au cœur de l'État. Nous sommes laïcs. L'État, c'était l'Église. C'est vrai que ça a été remis en question à un certain moment de l'histoire pour faire des États laïques, pour séparer un peu le pouvoir, la gestion du pouvoir à travers des politiciens et la gestion des églises à travers les hommes d'église. Mais autant que ça a été remis en question par le passé, autant la gestion des hommes qui est défaillante aujourd'hui, telle que celle de M. Félix Tshisekedi, peut nous amener à remettre en question la gestion des politiques par les hommes d'église. C'est qui les hommes faibles pour qui l'Église se bat, mais l'Église se bat pour les mêmes hommes faibles pour lesquels le Christ s'est battu. On va parler de la chrétienté parce qu'ici on fait allusion à l'Église catholique. Vous savez pourquoi le Christ a été pendu? Ce n'est pas parce qu'il annonçait la bonne nouvelle. Non, c'est parce que ses contemporains politiques de l'époque pensaient qu'il était venu pour remplacer. Et surtout le fait qu'il disait que c'était lui, le roi des Juifs. Ils pensaient qu'il voulait faire effectivement, comme il est dit, une rébellion, une révolution pour le porter à la tête. Et fort de cette mauvaise perception, il a été abattu. Donc depuis toujours, l'Église a toujours été aux côtés du faible. C'est vrai qu'il y a eu des guerres, difficiles. Non, pas les faibles en esprit. Comment ça, les faibles? La faiblesse, on la mesure comment? Mais comment vous allez vivre votre foi de manière pleine si votre corps est dans une condition de famine indescriptible, comme c'est maintenant au Kasaï, où il y a 30 millions de Congolais qui souffrent d'insécurité alimentaire. Donc là, c'est une autre question. L'Église a parfaitement le droit de s'ingérer sur les questions sociales, sur les questions politiques. En fait, la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. C'est offrir... Sur base de quel principe qui donne ce pouvoir-là à l'Église? Mais sur base du fait que c'est une structure qui compose notre société. Parce que la politique, ce n'est que la gestion de la cité. Et dans la cité, il y a les églises. Bien sûr, aujourd'hui, vous ramener les âmes... au Christ ou on prend la Synco, c'est une structure. Je n'appuie pas cet exemple. Vos téléspectateurs qui sont répartis à travers le monde, vous savez qu'au Canada, les églises sont financées par l'État. Et vous savez pourquoi les églises sont financées par l'État? Même ici, l'État aussi débourse. Certains projets aussi, l'État débourse l'argent. Quand il veut manipuler surtout c'est de Dodo Kamba et tout, probablement ils peuvent débourser de l'argent. Mais je vous donne l'exemple du Canada, où les églises sont subventionnées. J'ai dit, ils sont manipulés par... il est clair que Dodo Kamba... on sait comment tout ça... C'est la Synco qui n'est pas manipulée. On ne va pas aller... Mais j'ai parlé du Canada, où les églises étaient financées par l'État. Mais vous savez pourquoi? Mais laissez-moi finir. Vous savez pourquoi l'État finance les églises? Parce que les églises, il s'est avéré que la majorité qui vont dans les églises au Canada, ce sont des personnes de troisième âge. Et il faut entretenir ces personnes du troisième âge. Si on les laisse sans occupation, elles meurent rapidement. Alors on finance les églises pour que celles-là aillent dans les églises, trouver des activités à faire. Elles peuvent sortir le matin, revenir le soir, et ça les garde vifs d'esprit, et ils participent au fonctionnement de la société. C'est curieux, aujourd'hui, on veut enfermer l'église dans des conditions, je ne sais quoi. Ce n'est pas moi. Mais attendez-moi, si je me plains, ça ne fait pas 5 minutes. Je viens à peine de prendre la parole. Donc, il y a pas, dans un passé très, très récent,
il y a le secrétaire général du parti au pouvoir aujourd'hui. Ils sont arrivés par usurpation, on sait. Mais il y a le secrétaire général qui disait qu'avec l'Église, c'était du 50-50 pour mener cette cause, pour mener cette lutte contre le troisième mandat de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, cette même Église qui faisait du 50-50 hier avec les politiques est devenue aujourd'hui une mauvaise Église. Je dis toujours que M. Félix Tshisekedi, si on a organisé des élections, bien qu'elles aient été sabordées, mais c'est à la suite de l'accord de la Senko. Les politiques se sont battus bec et oncle pour avoir cet accord de la Senko avant l'expiration du mandat de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, on va remettre en question ces églises qui ont toujours participé. Vous dites que pourquoi on n'entend pas l'église? Mais on a entendu l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste est montée au créneau pour défendre Denis Kadima lors de son installation. Donc toutes les églises, j'ai parlé de Dodo Kamba ici, qui pour moi est à la solde du pouvoir, mais les églises de réveil interviennent à tous les niveaux. Donc les églises, c'est leur rôle régalien de parler pour le compte de la population, et particulièrement de la population congolaise qui est meurtrie par le régime de M. Félix Tshisekedi. Alors, merci, Monsieur Maître Freddy. Les faibles existent-ils? C'est quel faible au juste? Quels sont les faibles pour lesquels la Senko se bat-elle? Bon, en principe, ceux qui doivent répondre logiquement à cette question, ce sont les évêques qui doivent répondre, parce qu'en fait, M. Abbé Tcholé est-ce qu'il a raison de dire ça? De la Senko, c'est à lui de vous dire qui sont faibles et qui ne sont pas faibles. C'est ça, c'est parce que aussi il faut qu'on se dise, spirituellement parlant, quand on parle de faibles, c'est différent de lorsqu'on parle de faibles dans la réalité, qui est dans la réalité de chaque jour comme ça. C'est très différent. Que je sache, lorsqu'on parle d'un faible sur le plan spirituel, lorsqu'on parle aussi d'un faible, pour un homme de Dieu, lorsqu'il parle d'un faible, je m'en vais vous lire. Par exemple, un politique, quand il parle d'un faible, c'est différent. Ils n'ont pas la même compréhension. Vous comprenez? Je m'en vais vous lire ce qu'il avait dit. C'est comme ça que je me dis, nous devons éviter, parce que je l'ai entendu parler aussi des rabbins et autres aussi. Non, non. Nous devons éviter des versets même, de plonger dans des doctrines. Hein? Parce que là, ça risque d'être encore beaucoup plus compliqué. Lorsqu'on commence à faire des analyses vraiment abyssales, profondes sur des questions des doctrines, moi je pense que là ça devient dangereux. Limitons-nous à... Nous sommes dans une émission politique, limitons-nous à ce qu'il y a des politiques pour essayer de voir ce que, par exemple, nos pères spirituels peuvent apporter comme... pour voir quel l'apport, pour arriver vraiment à mesurer la portée de l'apport de nos pères spirituels en ce qui concerne l'avancement de ces pays. Et là, ça sera une bonne chose. Plutôt que de commencer à dire dans telle doctrine, ils ont l'habitude de faire ça, moi je pense que là, on risque de nous perdre. Nous risquons de nous perdre en argutie. Ça ne sera pas une bonne chose. Je vous rappelle ce que l'abbé Tcholé avait dit. Voilà, c'est important que tu les rappelles. L'Église a toujours été du côté des faibles. Il y a un moment, pendant que la situation était chaude, c'est presque tous les 2 jours que j'étais à Limete, tard le soir, pour voir le vieux Étienne Tshisekedi, pour échanger. Et en ce moment, il était en position de faiblesse par rapport à un pouvoir qui voulait tout imposer. Bon, là, à ce moment-là, tu vois que ça, c'est une analyse qui est un peu réductrice. Parce que là, il limite son analyse à une personnalité politique, qui est Étienne Tshisekedi. Comme pour dire que je vous ai rendu des services, j'attendais à ce que vous puissiez me rendre l'ascenseur, mais vous ne m'avez pas rendu l'ascenseur, si je comprends bien la phrase là. Écoutez, donc ça veut dire qu'il y a eu un moment où nous étions à votre côté, nous vous avons donné des béquilles. Mais maintenant que vous avez atteint vos objectifs, vous avez oublié, vous êtes devenus pratiquement des ingrats par rapport à ce que nous avons fait pour vous. Tu ne vois pas que ça c'est personnel. Il y a un aspect que vous n'avez pas relevé. Ça c'est personnel, ça devient subjectif. Il y a un aspect que vous n'avez pas... À moins que je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Il y a un aspect que vous n'avez pas relevé. C'est, il dit, il était en position de faiblesse face à un pouvoir. Qui était en position de faiblesse face à un pouvoir? Si vous me dites par exemple que le peuple congolais était brimé, vous comprenez? Le peuple congolais était brimé à l'époque et que l'Église a joué quand même un rôle pour faire en sorte que le pays puisse sortir effectivement de l'ornière. À ce moment-là, je serais d'accord avec toi. Mais quand vous résumez cela en disant que au moment où tel était faible, ça c'est vraiment un débat qui est vraiment très orienté, qui est très personnel. On oriente ça. Il y a un fixisme sur un acteur politique
bien qu'il était leader de l'opposition. Il y a un fixisme sur un acteur politique. Maintenant, on veut une sorte de reconnaissance. Qu'il y ait une sorte de reconnaissance par rapport à l'appui qui a été apporté. Ça, c'est votre compréhension. Alors que je sais que, ce que je sais, c'est que même le comité laïque, en fait, il s'agit du comité laïque de coordination. Le comité laïque de coordination est différent de la CENCO. Vous comprenez? Bien que la CENCO soit constituée de nos pères spirituels, mais le comité laïque est composé de moi, de toi, des fidèles catholiques. Vous comprenez? C'est composé des fidèles catholiques, le comité laïque de coordination. Alors, si vous me dites que à un certain moment, le comité laïque a joué un rôle et qu'il a pratiquement comblé la vacuité qu'il y avait au niveau de l'opposition, parce qu'on a toujours dit, j'ai toujours entendu que l'opposition était essoufflée et tout ça, il a fallu que le comité laïque intervienne pour que les choses bougent, pour que les choses changent, alors que je sais que, alors que nous savons tous bien, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut bémoliser aussi. Nous savons tous bien que Joseph Kabila avait, est-ce que vous savez que Joseph Kabila a glissé de 2 ans? Avec Bahati. Joseph Kabila a glissé de 2 ans. Non, là c'est un autre débat. Si vous voulez qu'on en parle, on va en parler. Ça devient un autre débat. C'est une boutade. Je ne veux pas en rougir. Si vous voulez que je puisse débattre de ça, bon, on va débattre, mais je pense que c'est un détail qui n'a rien à voir avec les débats d'aujourd'hui. Et ce qui est plus important, c'est que je voulais insister sur le fait que Joseph Kabila a glissé de 2 ans. En dépit de la pression qui était en fait exercée au quotidien sur lui. Il a glissé de 2 ans. D'ailleurs, avec la bénédiction aussi de nos pères spirituels, qui ont fait en sorte que il a glissé à partir d'où? Il était entre le main des pères spirituels, en train de glisser. Il a glissé de cette façon-là. Donc c'est pour vous dire que s'il y a le mal, nous ne refusons pas. S'il y a un mal quelque part, parce que le mal reste que le mal, même si on le fait, et le bien reste le bien, même si on ne le fait pas. Vous comprenez? S'il y a un mal quelque part, il soulève ce mal-là. Ça sera une bonne chose pour que nous puissions rectifier. Mais de là à chercher à allumer les bûches, allumer les bûches, là c'est mauvais parce que j'avais suivi. On avait parlé, il y avait des aspects tribaux qui étaient soulevés par rapport au processus. Alors là, moi j'étais quand même interloqué quand j'ai entendu qu'on a parlé de la tribalité par rapport au processus électoral, ça m'avait surpris, et les soulèvements de la population, vous comprenez? Merci beaucoup. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, la position des évêques soulève polémique. Là, il dit qu'il était du côté des faibles. Il cite le président de l'époque de l'UDPS, Feu Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'ils soutiennent un autre qui soit dans l'opposition? Comme, je donne un exemple, simplement, comme Martin Fayulu par exemple, Moïse Katumbi ou encore Adolphe Mouzito. Est-ce que ça peut se comprendre qu'ils soient aussi faibles? Si on s'en tient à cette explication de l'abbé Cholu, face à un pouvoir, voilà, un pouvoir qui, selon eux, voulait imposer tout à l'époque. Est-ce que le contexte a changé ou nous sommes toujours dans le même contexte? Je crois, cher Dan, des fois, l'Église catholique, à travers la CENCO, confondent un peu les contextes. Dans le contexte de 2016 jusqu'en 2018, on était dans un contexte où le pouvoir n'était plus légitime, bien qu'il légal. Le pouvoir n'était plus légitime. Où il y avait glissement, donc le maintien au pouvoir par la force. Ils confondent un peu. Où on attendait les élections pour avoir un nouveau président. Parce que Félix Tshisekedi, Joseph Kabila avait déjà fait son second mandat. Mais au contexte actuel, il y a un président, le cuisinier national et de la République, qui sert tout le monde. Même Badjoko ici. Il est servi. S'il est en bonne santé, s'il circule bien. Parce qu'on le sert la sécurité. On le sert le bonheur, la quiétude. Mais il est en bonne santé. Regarde comment il est venu. Tout souriant. Pourquoi? Parce qu'on le sert la santé universelle. On le sert la gratuité. On le sert la sécurité. On le sert l'eau et la maternité. Voilà, si vous voulez encore ajouter dans le paquet de son plat. Donc, à ce stade, je crois, l'Église, de même que l'État ne s'ingère pas dans les affaires des églises, quand il y a nomination, ou quand il y a changement dans les églises, dans les diocèses, de la même manière, l'Église doit rendre la sincère à l'État, de ne pas s'ingérer à ce qui est étatique, de ne pas s'ingérer à des histoires dont vous ne maîtrisez pas.
S'ils veulent défendre les faibles, qu'ils descendent à Dari, prêcher la bonne nouvelle de Christ. Parce que c'est ce dont le faible, dont l'Église ou la Bible appelle le pauvre en esprit. D'ailleurs, la Bible dit même errer les pauvres en esprit. Parce qu'ils verront Dieu. Ils hériteront, Ils hériteront le royaume des cieux. La Bible, elle le dit. Alors, pourquoi s'inquiéter des faibles ou des pauvres en esprit? Est-ce que ça peut se comprendre qu'ils Donc, aujourd'hui, qu'ils soutiennent un acteur politique comme, si on rentre encore, je ne vais pas encore tiquer Maître Freddy ici, à ma droite. Si je rentre encore, il faudrait analyser encore le rôle que l'Église catholique a joué de la période pré-coloniale, de la période coloniale jusqu'à la période post-coloniale. L'Église catholique a joué toujours le rôle de l'Occident. Celle de mater la population, de prêcher l'évangile qui ne libère pas le peuple, de l'occidentalisation, de déculturer le peuple en faveur et au profit de l'Occident. C'est ce que l'Église, le rôle que l'Église a joué depuis, de pouvoir mettre les dirigeants africains sous la coupe des dirigeants occidentaux. C'est le rôle que l'Église a joué depuis la période précoloniale, la période coloniale jusqu'à ces jours. C'est ce que l'Église joue. Donc l'Église catholique doit continuer dans cette lancée-là en analysant le propos même de l'abbé Chollet. Donc aujourd'hui, je crois que les projecteurs des agents des agents de services d'intelligence doivent un peu regarder et analyser les propos tenus par l'abbé Chollet. Parce qu'il s'agit de la sûreté de l'État. Il s'agit de la sûreté de l'État. Hein? Il peut être poursuivi. Il peut être poursuivi. Il n'est pas dédouanier. La justice ne le dédouane pas parce qu'il est prêtre. Non. Nous sommes tous égaux devant la justice. Devant la justice, devant la voilà. loi. Merci beaucoup. Alors, cher Dan, je voulais passer un message de condoléances à la famille de Stéphie Mukinzi, qui est d'ailleurs votre collègue, qui est décédé vous à allez Paris, au dernier tour de table, vous allez le faire sans problème. Monsieur Yves Badjoko, est-ce que ça serait compréhensible que la SENCO soutienne, soit en train de soutenir un acteur politique, comme l'abbé Chollet le disait à l'époque, qui soutenait Étienne Tshisekedi? Est-ce que ça peut être compréhensible qu'ils soutiennent M. Moïse Katumbi, M. Fayoulou, M. Mouzito ou qui que ce soit, M. Matata par exemple? Ça peut être compréhensible. Ouais, Mouzito est dans la majorité de l'Union sacrée avec Freddy, donc lui ne fait pas partie de ce lot-là. Mais j'entends beaucoup les gens faire la confusion d'un État laïque. Un État laïque, ça ne veut pas dire que c'est un État où il n'y a pas de religion. Non, un État laïque, ça veut simplement dire qu'on est dans un pays, dans un État où il n'y a pas de religion d'État. Pour nous. Mais il y a des pays dans le monde où il y a des religions d'État, telles que l'Iran, telles que tous les pays des Émirats arabes unis, où l'État, l'Église a une prépondérance sur les affaires publiques et une orientation sur les choses publiques. Et on se rend compte que peut-être que dans ces pays-là, les choses évoluent nettement mieux que dans les pays où on veut mettre en avant cette laïcité. Il y a plein de problèmes. Donc la question de la laïcité de l'État, ça c'est un autre débat, mais elle n'intervient pas ici. Ça n'a rien à voir avec le rôle et le travail que la SENCO fait. J'entends mes co-débatteurs fustiger l'Église catholique, mais à aucun moment ils disent voilà, l'Église catholique dans son volet social, elle a fait des écoles, elle a organisé des écoles et ces écoles sont nulles, il faut toutes les reprendre, les remettre sous la coupe de l'État. Et d'ailleurs nous qui avons été dans les écoles catholiques, nous avons bénéficié d'une mauvaise instruction, d'une mauvaise éducation, il faut qu'on remette tout ça en question. Non, parce qu'ils sont politiques. Est-ce que l'Église est en train de dire, est-ce que la SENCO particulièrement est en train de dire, alors ça, ils ne veulent pas l'entendre. Mais je vous rappelle, il n'y a pas que l'Église catholique qui dit, les églises des Noirs dans notre pays sont quasiment toutes à l'opposé de ce que fait les gouvernements publics. D'ailleurs, les Ouazélendo qui ont été tués, qui ont été lâchement abattus par la garde républicaine, c'était un groupe religieux. Mais comme c'est un groupe local, on dit mystico-religieux et on le fustige. Donc la question, si vous me permettez, la question, ce n'est pas de se focaliser simplement sur l'Église catholique. Il y a plusieurs confessions, dont les églises des Noirs, qui sont aussi opposées. La foi catholique de M. Moïse Katumbi compte pour nous. Bien sûr. Comment l'interprétez-vous? Mais sur ce volet de leur rôle au niveau de l'Église. La foi d'un acteur politique
peut compter en Mais non, quoi, là, il ne en parlait quoi- pas. Il ne en parlait quoi pas. il peut compter pour, Il ne parlait pas pour de les Moïse évêques de la Katumbi. Cinco? J'ose croire qu'il ne parlait pas de Moïse Katumbi, acteur politique, mais il parlait de Moïse Katumbi, fidèle de son église. Et c'est normal pour un berger, un prêtre, que chaque âme, chaque bête puisse compter pour lui. Ça, c'est son problème. Mais c'est leur problème du fait de leur religion. Peut-être qu'on ne la partage pas avec Cholet, mais c'est pas ça la question. C'est que pour eux, c'est important. Tout individu qui prie dans leur église, qui partage leur foi, est important à leurs yeux. On ne peut pas leur reprocher de dire ça. Maintenant, parce que c'est Moïse Katumbi, c'est une personnalité publique, ça peut gêner certains autres, mais pour eux, ils les considèrent comme étant Est-ce un fidèle de leur normal, église. normal qu'ils aient été longtemps comment dire, à côté d'Étienne Tshisekedi à l'époque, comme il est dit? Mais c'est normal. Était-ce normal? Mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que le régime auquel Bahati appartenait était un régime qui s'était enfermé dans la dictature. C'était un régime qui voulait avoir un troisième mandat alors que la Constitution l'interdisait. C'est un régime qui n'a pas répondu à ses obligations, qui n'a pas répondu aux aspirations de la Si je population. vous comprends, la faiblesse, c'est au niveau d'un régime, d'un pouvoir qui devient totalitaire, qui devient autocratique. Et Est-ce que nous sommes c'est- dans un contexte où le pouvoir actuel est un pouvoir autocratique? Mais nous venons de poser la question sur Stani Boujakira il n'y a pas longtemps. Nous avons des compatriotes qui sont morts du fait d'un positionnement politique. Nous en avons. Là, je ne reconnais pas M. Badjok. Il est en train de se contredire par rapport au dossier Boujakera. Nous avons Donc, non, sur Boujakira, si vous me suivez, je n'ai pas pris position. Je n'ai pas pris position parce que non, mais l'information par essentielle, rapport à tout ce que vous avez dit l'information tout à l'heure, essentielle, tout de suite, là. c'était sur la véracité de l'info donnée par Boujakira. Une C'est ça minute. qui, moi, Une minute, oui. me préoccupait. Mais voilà, on peut parler encore de plusieurs autres arrestations qui ont été faites. Nous avons perdu de compatriotes juste parce qu'ils étaient nos sympathisants. Des fois au Paluku à Goma, d'Avin Kalala ici à Kinshasa. Nous avons des sympathisants, des militants qui sont allés en prison juste pour leur position, vraiment un discours juste politique. pour avoir alimenté C'est une vraiment un place discours de résistance. Ils sont allés en prison. Et cet aspect est suffisant pour que l'Église prenne position. Vous savez, lorsque le pape était, je ne sais pas si on dit créé ou alors il était désigné, l'une des reproches qu'on lui faisait, c'est qu'en Argentine, pendant la dictature, il n'avait pas pris position face à la dictature. C'était le reproche qu'on lui faisait. Et aujourd'hui, Merci beaucoup. lorsque l'Église catholique se positionne, on le reproche. On oublie toute l'œuvre sociale. Merci Il y a des beaucoup. endroits entiers dans nos pays où D'accord. l'État, c'est l'Église catholique, mes chers frères. C'est eux Merci qui viennent beaucoup. aux besoins de la population sur les questions sociales. C'est eux qui administrent à la limite même la justice. D'accord. Et c'est eux qui réparent les torts lorsque ça arrive dans la population. Donc je pense qu'il faut, comme Merci beaucoup. on l'a dit tout à l'heure, Alors. nos évêques sont quand même des personnes à qui... On doit beaucoup. sages, comme il a dit, intellectuels, comme il a dit, Vous avez- et sur lesquels on doit quand même écouter Merci lorsqu'ils beaucoup. parlent. Je vous ai laissé conclure pour votre dernier tour de parole, parce que je vous ai laissé un peu plus de temps pour que vous puissiez directement conclure, comme ça je termine avec eux. Maître Freddy, Maintenant, il faut m'avertir que je conclue pour que je conclue, effectivement. Maître Freddy, 1 minute 30, s'il vous plaît. Alors, dites-nous, est-ce que cette position de l'Église peut-elle être comprise? Est-ce qu'elle est compréhensible dans un État laïque, un État démocratique? Est-ce qu'on peut trouver cela acceptable? Non, moi, je pense que l'intervention de l'Église pose tout de même question parce que lorsque nous regardons des pays à des lieux à la ronde plus développés démocratiquement que la République démocratique du Congo, vous ne verrez pas l'Église prendre quand même les devants comme ça. Il y a des évêques partout comme en France. Je ne sais pas si vous connaissez même l'évêque français. Peut-être que l'évêque congolais est bien connu, même les cardinals congolais plus connus que les cardinals français à cause, n'est-ce pas, de sa fougue un peu sur le plan politique. On parle un peu beaucoup plus de lui. Jamais on Et entend donc, ce que moi je dis, c'est que l'évêque français de l'épiscopat français critiquer Emmanuel Macron, critiquer à l'époque Hollande ou Sarkozy. tu sais pourquoi à un certain moment on veut citer un des acteurs politiques que vous avez évoqué ici? C'est parce qu'à un certain moment, il y avait des déclarations qui ont été faites qui corrèlent un peu avec ce que l'Église disait. Parce que nous avions suivi l'abbé Chaud parler des 250 smartphones, et ces 250 smartphones ont été confirmés par Olivier Kamitatu qui avait fait, qui avait parlé aussi qui a cité presque le même. Cette coïncidence-là était quand même surprenante. Nous étions à Bazouridi de constater qu'il y avait cette coïncidence-là. Vous comprenez? On s'est quand même interrogé, on s'est dit mais comment ça peut coïncider de cette façon-là? C'est tout le problème, vous comprenez? Et donc c'est là qu'il y a des gens qui se disent bon, on dit
dit qu'on est un peu au milieu du village? Est-ce qu'on est à proprement parler au milieu du village? Les gens s'interrogent. Les gens s'interrogent un peu sur cet engagement. Hein, c'est un peu cette sorte de débauche d'engagement, voilà, cette sorte de débauche d'engagement dans la politique. Mais si ils sont dans la logique que ces pays, s'ils veulent le bien pour ces pays, c'est tant mieux pour eux. Mais le problème, ce n'est pas de prendre parti et de chercher aussi à, n'est-ce pas, envenimer la situation. Non, ils prennent parti. Voilà, donc quand ils disent nous sommes du côté des faibles. Envenimer. Merci beaucoup. Monsieur Eri Massimbo, ça dépend de l'interprétation du faible aussi. Ça dépend de l'interprétation qu'on donne aux faibles. Alors, monsieur Eri Massimbo, par quel mécanisme vous avez dit que leur rôle c'est évangéliser? Par quel mécanisme il faut recadrer ces prêtres? Quel mécanisme peut-on faire pour qu'ils puissent revenir à leur bon sens? Non, j'aimerais revenir parce qu'il a parlé du professeur ici. Mais je vais dire, lorsque l'autre s'est coquiné avec André Kimbuta, André Kimbuta lui donne 40 000 $ de son épouse pour qu'il finisse le problème de son immeuble qui allait être saisi. Quand on lui donne les 40 000 $, là, il n'y a pas de problème. Il s'aroquine avec les gens du pouvoir, là, il n'y a pas de problème. Mais que le professeur Modeste Bahati soit au niveau du FCC, il en fait tout un problème. Là, vous faites de la diffamation. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Il l'a dit. Quoi ça? Qu'est-ce que vous dites? Non, moi, je l'ai suivi lui-même. Martin Fayulu est en train de faire cette déclaration. Il s'est justifié sur le fait qu'on lui reprochait d'avoir emprunté 40 000 $ auprès de son ami. Il a même dit que c'est mon ami. Il avait fait sa campagne, vous comprenez. Il voulait être gouverneur. Il avait dépensé beaucoup d'argent. Alors, c'est lui-même. On a compris. C'est lui-même, ce sont les déclarations de lui-même. Comment ramener les évêques au bon sens, puisqu'ils sont dans la déviation, selon vous? Vous savez, lorsque Ilunga Kamba faisait la consultation pour la formation de son gouvernement, parmi mes propositions, j'avais fait plus de 7 propositions. L'une des propositions était de créer un ministère des églises. Ministère des églises? Oui. Pour regarder de bon œil le fonctionnement des églises. Parce qu'il y a certaines choses qui se font dans des églises où l'église est en train de faire dans la vie sociale des gens qui ne cadrent même pas avec le développement du pays. Notamment la sécurité sociale de certains enfants qui sont traités de sorciers et tout ça. Je crois que les évêques doivent faire une rupture, une démarcation entre les affaires de Dieu et les affaires de l'État. Ils sont en plein droit de pouvoir exercer leurs droits politiques et civils. La loi ne leur interdit pas cela. Mais qu'ils enlèvent les soutanes. S'ils veulent entrer, qu'ils entrent en politique par la grande porte. Je crois qu'ils ne sont pas plus que Jésus. Parce que Jésus, quand il a dit « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », je crois qu'ils doivent comprendre cette phrase-là. Jésus ne s'est jamais mêlé de la politique. Jésus ne s'est jamais mêlé de la politique. Parce qu'on l'avait tenté. César cherchait une raison pour l'arrêter. Je crois que les évêques ne sont pas plus que Jésus. Ils doivent se ressaisir et faire une démarcation, une rupture totale entre les affaires de Christ et les affaires de l'État. Pendant qu'il parle, les cuisiniers nationaux, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais cuisine quoi même? Qu'est-ce qu'il est en train de cuisiner? Le projet des 145 territoires. Oh, ça existe toujours. Attendez, vous allez vivre la remise maintenant des travaux qui ont déjà fini, la remise des infrastructures. Il est en train de servir la gratuité de l'enseignement. La gratuité d'ailleurs de la maternité, le cuisinier national l'a servi. Il est en train de servir la sécurité à la population de l'Est. Dissiper la machine des FRDC va commencer à broyer tout le Rwandais là du M23. Et il est en train de servir l'eau et l'électricité. D'ailleurs, la population de Ngaliema ont vécu pendant longtemps sans eau. Moi, j'en suis témoin parce que c'est là que moi j'ai grandi. Moi aussi, j'ai grandi. Non. Il n'y en a toujours pas. Non. Aujourd'hui, non. Il n'y en a toujours pas. Mais c'est pas j'ai grandi à l'avenue d'Ikan, à Lipen, quartier Ngomba Kikusa. À l'époque, il fallait se réveiller à 3h, 4h du matin pour avoir de l'eau. Et ça coulait pendant 45 minutes. Mais aujourd'hui, la population donne un autre témoignage.
Mesdames et ressaisissez-vous. messieurs, cette émission est terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Maître Freddy. Merci, Monsieur Eri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Yves Badjoko, vous avez conclu un peu. Vous avez conclu le premier, donc je ne vous donne pas la parole. C'est à la famille de Stéphane Mukisi, qui est d'ailleurs notre ami, notre militant de la lucha, qui est décédé en France par noyade. Nous présentons nos condoléances à sa famille biologique et aussi à sa famille professionnelle, à Educ TV et à toute la corporation de journalistes, et à Politico.cd et aussi à tous les activistes du Congo et ainsi dans le monde entier. Merci beaucoup, nos hommages à ce jeune journaliste qui est donc décédé enfant dans des circonstances assez tragiques. Hein. Ça fait très mal de voir une personne mourir à fleur d'âge. Et donc, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes. Nous espérons que le cas de notre confrère également, Boujakira, sera décanté le plus tôt possible pour qu'il puisse reprendre son travail. Portez-vous bien et donc... Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.